Parce qu'on m'a souvent dit, j'ai peur d'investir parce que si j'investis, c'est risqué. J'ai peur de rentrer en bourse parce que la bourse, c'est risqué. La bourse, c'est plus risqué que l'immobilier. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que la bourse est plus risquée que l'immobilier? Pourquoi le rendement moyen des marchés financiers est supérieur au rendement moyen du marché de l'immobilier? Il y a plein de raisons à ça, mais la première raison pour laquelle le rendement moyen des marchés financiers est supérieur du rendement moyen du marché de l'immobilier, c'est tout simplement parce que les personnes qui investissent dans les marchés financiers se retirent à la moindre faiblesse du marché. Elles prennent des risques énormes en investissant et au final elles perdent leur capital parce qu'elles font n'importe quoi. Par contre, quand tu investis dans l'immobilier, tu fais un emprunt à la banque ou alors tu investis une grosse somme d'argent. Si on souhaite se débarrasser du bien immobilier, le revendre, le céder à quelqu'un, c'est compliqué, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup d'administratifs. C'est pas facile, ça prend du temps. Et pour toutes ces raisons, quand on investit dans l'immobilier, en général, on détient ce bien minimum 7 ans, minimum 8 ans en moyenne. Pourquoi? Si on souhaite céder le bien, le vendre, parce qu'on n'est pas satisfait, ça va prendre du temps. L'administratif, ça prend du temps. En général, quand on investit dans l'immobilier, on prend un emprunt, le rembourser avant de le céder à quelqu'un. Ça prend du temps, le remboursement d'un emprunt. Par contre, quand on investit dans la bourse, ça prend pas de temps. C'est tellement facile. Il y a tellement d'applications, il y a tellement de logiciels, il y a tellement de systèmes qui permettent de retirer son argent à n'importe quel moment. Quand tu investis dans les marchés financiers, ou même quand tu investis dans un marché dématérialisé, tu peux récupérer ton argent n'importe quand. Il suffit que tu reçoives une notification, moins 15% sur ton contrat, tu paniques. Même si tu as mis 200 000 euros, tu vas paniquer, tu vas retirer en perte. Alors que pour l'immobilier, retirer 200 000 euros d'un bien immobilier comme ça, juste en faisant 3 clics sur ton application, ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que la bourse, les marchés financiers sont plus risqués que l'immobilier, mais c'est faux. Les marchés financiers ne sont pas plus risqués que l'immobilier. Non seulement sur le long terme, on observe que les marchés financiers ne sont pas plus risqués que les marchés de l'immobilier, mais en plus, on remarque aussi que le rendement des marchés financiers est supérieur au marché de l'immobilier. Il y a une deuxième différence à prendre en compte, c'est que entre les marchés financiers et le marché de l'immobilier, c'est que pour les marchés financiers, on peut investir dans plusieurs titres financiers différents, on peut diversifier, alors que pour l'immobilier, on peut pas diversifier. On a 200 000 euros à investir, 200 000 euros, on peut pas acheter 5 biens immobiliers avec 200 000 euros. Par contre, avec 200 000 euros, on peut acheter plusieurs milliers de titres financiers différents. La diversification est un moyen de réduire le risque. Donc aujourd'hui, 20 méthodes qui vont permettre de réduire tous les risques d'investissement. La première, il faut que tu équilibres ton portefeuille en investissant dans différentes classes d'actifs. Il faut vraiment que ton portefeuille soit diversifié. Il faut que tu investisses dans différentes classes d'actifs. Qu'est-ce que ça peut être? Dans des actions, dans des obligations. Une action, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parts de propriété dans une entreprise qui est cotée en bourse. Les obligations, ce sont des prêts à long terme qu'on va faire à une entreprise ou un gouvernement. Ensuite, on a les fonds communs de placement. Ce sont par exemple des véhicules d'investissement qui vont regrouper l'argent de plusieurs investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et d'autres actifs. On a aussi l'immobilier dans des fonds immobiliers qui sont cotés en bourse ou puis même l'immobilier papier avec la SCPI. Ça peut être aussi les métaux précieux, en investissant dans l'or, l'argent ou les autres métaux précieux. Ça peut être aussi dans des œuvres d'art. Il y a énormément de classes d'actifs. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de diversifier et de choisir quelques classes d'actifs différentes pour réduire le risque parce que la diversification va lisser le risque. Ensuite, deuxième méthode pour réduire le risque, on a la diversification du portefeuille en investissant dans différents secteurs économiques. Quand je parle de secteur économique, ça peut être par exemple investir dans le milieu de la technologie. Donc c'est des entreprises par exemple qui vont développer, vendre des produits qui sont liés à la technologie, les ordinateurs, les smartphones, les logiciels, même l'intelligence artificielle. On peut investir aussi dans la santé, donc c'est un autre secteur économique. Donc par exemple pour les entreprises qui sont impliquées dans la recherche, la production, la vente des produits médicaux et des dispositifs médicaux. Ça peut être aussi dans le secteur de l'énergie. Par exemple, les entreprises qui sont impliquées dans la production et la distribution d'énergie, comme les compagnies pétrolières, les entreprises de production d'énergie renouvelable. Ça peut être aussi dans le secteur financier. Donc là, on peut investir dans les entreprises qui sont impliquées dans les services financiers, les banques, les compagnies d'assurance, les courtiers en ligne. Ça peut être aussi les services de la consommation, les entreprises qui sont impliquées dans la production et la vente de biens de consommation, les produits alimentaires, les vêtements, les produits électroniques. Troisième étape, éviter de surinvestir dans des actions d'une seule entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent en bourse aussi. Pourquoi? Parce qu'elles misent tout sur une seule action. Mais c'est trop risqué. C'est trop risqué de faire ça. Tu veux investir dans Apple parce que tu connais bien Apple, tu aimes bien la marque, tu vois qu'il y a un potentiel de croissance énorme malgré la croissance qu'elle a eu ces dernières années. Tu dis que c'est encore possible, qu'elle va encore monter plus haut parce qu'elle fait qu'innover. Elle a misé beaucoup dans la recherche et développement. Tu vois que c'est une entreprise qui a de la performance. Mais si tu investis tout dans une seule entreprise et où cette entreprise elle a une difficulté financière, tu fais comment? Bah tu perds parce que tu as mis tous tes œufs dans le même panier. Et donc si tu surinvestis dans des actions d'une seule entreprise et que cette entreprise-là, elle fait faillite, t'as tout perdu. Donc, un risque énorme dans l'investissement, que ce soit l'immobilier ou même les marchés financiers, c'est de tout miser dans une seule entreprise. Ensuite, il faut éviter aussi de surinvestir dans des fonds communs de placement à forte concentration sectorielle. Pourquoi? Parce que quand on va investir dans des fonds communs de placement qui sont dans une seule industrie ou un seul secteur économique, et ben si cette industrie ou ce secteur économique
subit des difficultés, eh ben c'est le portefeuille qui sera gravement affecté. Donc il faut que tu choisisses des fonds qui ont une diversification sectorielle plus large pour réduire les risques. Cinquième étape, il faut que tu investisses dans des fonds négociés en bourse. Par exemple, des ETF pour une diversification automatique. Pourquoi? Parce que quand tu vas investir dans un ETF, la diversification est déjà faite. Tu as juste à mettre ton argent dans ton ETF et tu laisses tourner pendant 5-10 ans, tu touches pas, tu fais rien du tout et tu laisses la diversification automatique faire le travail à ta place. La sixième étape, il faut que tu investisses aussi dans des obligations d'État ou d'entreprise pour un rendement plus stable. Si tu as un profil d'investisseur prudent, il faut que tu investisses dans des obligations d'État. Le rendement sera plus stable, il sera plus faible, mais il sera plus stable. Et donc tu vas réduire le risque. Parce que un rendement plus faible égale un risque plus faible. Étape numéro 7, il faut que tu évites les investissements à court terme ou à haut risque. De toute façon, court terme, risque haut. Si tu investis pour une durée de moins de 5 ans, ça sert à rien. Je te le dis, si tu investis pour une durée de moins de 5 ans, ça sert à rien. Retire tout de suite ton projet d'investissement. Ça augmente drastiquement le risque de perte. Si on suit les marchés financiers, il suffit que tu investisses dans une tendance haussière et que 2 années plus tard, on subit une période baissière et que tu investis seulement sur 2 ans, et bah tu vas subir seulement que la phase de baisse. Et donc là, le risque sera énorme de perte en capital. Il faut que tu vises le long terme parce que sur le long terme, le rendement est intéressant et le rendement est positif. Sur le court terme, le rendement peut être intéressant, mais il peut être aussi négatif si tu investis en période de baisse. Et il faut aussi éviter les investissements à haut risque. On entend souvent parler de oui, voilà, un rendement 20% par an, 30% par an, c'est possible, mais c'est risqué. Il n'y a aucune solution qui présente un rendement de plus de 30% par an qui n'est pas risqué, ça n'existe pas. Le risque est énorme et donc si tu évites ces investissements-là, tu réduis le risque. La 8e étape, il faut que tu t'éduques sur les investissements avant de prendre des décisions informées. Il faut vraiment que tu t'éduques, que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Il faut que tu prennes toutes les informations nécessaires et que tu comprennes là où tu mets les pieds. Tu ne vas pas investir là où tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas un secteur, c'est un des meilleurs moyens de faire des bêtises et de perdre ton capital. La 9e étape, il faut que tu fasses appel à un conseiller en investissement financier pour qu'il te donne un conseil professionnel. Quand je dis faire appel à un conseiller en investissement financier, pour moi, ceux qui sont indépendants donnent un conseil de qualité. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants. Donc s'ils donnent un mauvais conseil, ils ne seront pas rémunérés. Donc s'ils ne sont pas rémunérés parce qu'ils ont donné un mauvais conseil, ils ne pourront pas vivre parce qu'ils sont indépendants. Et donc quand tu es indépendant, tu es obligé de donner de la qualité à ton client pour que ton entreprise puisse continuer à être prospère dans le temps. Et donc si tu as un doute, une question par rapport à un investissement que tu souhaites faire, par rapport à un projet ou un objectif que tu souhaites accomplir, que ce soit pour le court terme ou le long terme, et le meilleur professionnel qui peut t'aiguiller sur les investissements, c'est pas ton banquier, c'est pas ton comptable, c'est pas ton expert comptable, c'est même pas ton avocat fiscaliste, ça sera ton conseiller en investissement financier. D'ailleurs, n'hésite pas, en ce moment, je lance un appel offert de 30 minutes à toutes les personnes par rapport à mes services de conseil. 10e étape, évite de suivre les tendances de la foule et de céder à la panique pendant les baisses du marché. La hype qu'il y a eu dans le Bitcoin en 2021, certes, justifié. Le Bitcoin qui est passé de moins de 10 000 $ à 60 000 $, donc il a fait plus que du x10 en quelques semaines. Sauf que les personnes qui sont entrées, la plupart, sont entrées dans le marché des crypto-monnaies, surtout pour investir dans le Bitcoin, trop tard. Et malheureusement, elles ont perdu. Et donc, malgré une hausse de x10, 90%, voire 97% des investisseurs ont perdu. Dès que le Bitcoin a baissé, elles ont perdu leur argent. Il ne faut pas que tu cèdes aux tendances. Il faut que tu investisses pour toi, pour réaliser un objectif et pas pour suivre une tendance. 11e étape, il faut que tu évalues régulièrement la performance de tes investissements et ajuster en conséquence. Il faut que tu évalues la performance de tes investissements, mais ne prends pas de décision hâtive. Si tu investis dans un ETF sur du long terme, tu investis ton argent, tu fermes les yeux et c'est comme si ton argent n'existait pas. Tu le laisses tourner. C'est une des meilleures façons d'obtenir un rendement sur ton investissement. Donc tu investis quelque part, tu fermes les yeux et tu touches plus. Si tu es un particulier et tu ne souhaites pas être accompagné par un professionnel, tu peux évaluer régulièrement la performance de tes investissements, mais sache que si ton investissement perd en performance, ce n'est pas forcément qu'il a besoin d'un ajustement. Il peut y en avoir besoin, mais il peut aussi ne pas en avoir besoin parce que ton ajustement peut empirer la situation. Ensuite, 12e étape, évite de surinvestir dans des actifs illiquides. Un actif illiquide, c'est un actif qui ne peut pas être vendu facilement ou alors échangé sur le marché parce que si il est vendu facilement ou vendu rapidement, ça peut causer une perturbation significative de sa valeur. Par exemple, les propriétés immobilières, les œuvres d'art, les métaux précieux. Quand tu investis dans une de ces 3 catégories, même si ces 3 catégories peuvent offrir un rendement élevé, ils sont aussi risqués. Si tu as besoin de liquidité rapidement et que tu ne peux pas vendre rapidement cet actif sans subir une perte importante, n'investis pas dans un actif illiquide. Donc
avant d'investir dans un actif illiquide, par exemple l'immobilier, sache que pendant une certaine période de temps, en tout cas si tu souhaites pas le mettre en location et si tu n'as pas un cash flow positif, pendant un certain nombre de temps, tu auras un effort d'épargne mensuel et si tu as besoin de liquidité, ça peut être très compliqué. Donc éviter que tu surinvestisses dans des actifs illiquides pour éviter que tu prennes un risque excessif. 14e étape, il faut que tu prennes en compte les coûts liés aux investissements, par exemple les frais de gestion, les commissions. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas investir sur une plateforme d'échange sur les marchés, par exemple eToro, il y aura des frais à chaque transaction que tu vas faire. Entre eToro par exemple et Binance, les frais de eToro sont énormes. Mais vraiment énorme. Si tu investis avec eToro par exemple, tu auras des frais 10 fois plus élevés que ceux de Binance. Sur du long terme, ça va couper la performance des intérêts sur ton capital et sur ton investissement. Donc il faut que tu fasses attention au montant des frais de gestion des applications que tu utilises pour investir. 15e étape, il faut aussi que tu évites de suivre des conseils de placement qui proviennent de sources non fiables ou non qualifiées. Il y a énormément de personnes qui donnent des conseils sur des placements, sur de l'argent, sur comment faire de l'argent, mais fais attention à leur qualification. Quel est leur palmarès? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles proviennent de sources fiables? Est-ce qu'elles ont un passé, de l'expérience ou même des habilitations, des formations? Est-ce qu'elles sont qualifiées à pouvoir te donner ces conseils? Et est-ce que ces sources sont fiables? Et ça rejoint un peu le point aussi sur des investissements qui sont très risqués, qui proposent un rendement extraordinaire. Il y a énormément de sources qui sont non fiables. 16e étape, il faut que tu évites de faire des investissements impulsifs. Il ne faut pas investir sur un coup de tête, il ne faut pas investir suite à une émotion. Si tu es dans un état émotionnel, n'investis surtout pas parce que quand tu investis avec tes émotions, tu fais des erreurs, tu n'es pas rationnel et quand tu n'es pas rationnel, tu prends beaucoup plus de risques. Donc en faisant des investissements impulsifs, par exemple investir dans un secteur d'activité parce que tu penses avoir eu une information, une nouvelle qui te fait prendre cette décision de vouloir investir, ça sera un investissement sur un coup de tête. Moi, ce que je te conseille, c'est que avant de prendre une décision d'investir, il faut que tu y réfléchisses minimum un mois, que tu prennes en compte tous les risques qu'il y a, tous les gains qu'il peut y avoir potentiellement, toutes les procédures qu'il y aura pour mettre en place cet investissement. Si tu fais un investissement, si tu mises ton capital sur un investissement alors que tu n'as même pas travaillé dessus minimum un mois, je considère que c'est un investissement impulsif et un investissement risqué. Soit tu te fais accompagner par un professionnel et donc tu peux investir avec lui, soit tu fais un investissement seul, mais prévois un mois de recherche, un mois pour te préparer, un mois pour te renseigner sur cet investissement pour que ce soit un choix rationnel et ensuite investi. Ne prends pas de décision hâtive et n'investis pas sans avoir réfléchi sur cet investissement moins de un mois. C'est impulsif sinon et c'est n'importe quoi, tu vas faire des bêtises. 17e étape, il faut que tu évites de te concentrer uniquement sur les gains potentiels. Il faut que tu prennes en compte aussi les risques. Arrête de vouloir focus ton attention seulement sur les gains potentiels. On est des fois sur des catégories d'actifs qui présentent peut-être des gains potentiels énormes, mais prends en compte les risques. Parce que si tu prends en compte que les gains, au moment où tu vas avoir peut-être une petite baisse ou un moment où tu vas avoir peut-être une nouvelle, une information qui va te faire tilter, c'est là que tu vas faire des erreurs énormes et peut-être perdre ton capital et même plus que ton capital parce qu'il y a des personnes qui prennent un emprunt pour investir et investir dans des classes d'actifs très risquées. Parce que qui dit gain énorme dit risque élevé. 18e étape, il faut que tu évalues régulièrement ta situation financière et tes objectifs d'investissement. Il faut prendre un mois avant d'investir et il faut que cet investissement réponde à un ou plusieurs objectifs. Il faut qu'il soit aussi en coordination avec ta situation financière. Si tu veux investir 10 000 euros alors que dans 3 mois tu n'es même pas sûr d'avoir un toit sur ta tête, t'es bien d'accord que ta situation financière n'est pas en accord avec tes objectifs d'investissement. T'as pour projet d'acheter une voiture à 50 000 euros et que tu génères 1 500 euros par mois et sur les 1 500 euros par mois t'as 1 200 euros de charge, donc tu as une capacité d'épargne de 300 euros par mois, tu as bien compris que ta situation financière et tes objectifs d'investissement ne sont pas vraiment en coordonnance. Donc il faut voir si tes objectifs d'investissement sont en accord avec ta situation financière. Si tu as une situation financière où tu es malheureusement tout le temps dans le rouge et que tu as un objectif d'investissement de générer 100 000 euros en 2 ans, ça va être très compliqué, voire impossible. Ton objectif d'investissement n'est pas du tout en adéquation avec ta situation financière. Je suis bien d'accord, il y a les intérêts composés, il y a plein de méthodes pour augmenter son capital, mais 100 000 euros en 2 ans et moins 500 euros sur ton compte, ça va être compliqué. 19e étape, il faut que tu évites de te laisser influencer par l'optimisme excessif ou la peur pendant les hausses et les baisses du marché. Un risque énorme. Et c'est lié aussi par exemple aux notifications que tu pourras avoir des applications que tu utilises pour tes investissements. Tu as une notification, waouh, plus 5% sur ton placement. Tu es content. Et donc tu vas peut-être vouloir ajuster et investir un peu plus. Et là tu vas recevoir moins 18%. Et là tu vas te dire, ah, je vais retirer mon argent. Et puis après tu vas réinvestir, tu vas voir 5%, tu vas remiser, etc. Tu vas vendre tes actifs après qu'ils se soient dévalorisés. Donc tu vas perdre ton argent. Et tu vas reacheter des actifs au moment où ça sera valorisé. Donc
trop tard. Donc il faut que tu arrêtes de te laisser influencer par ton optimisme. Il faut que tu arrêtes de te laisser influencer par les fluctuations du marché. Une hausse ou une baisse du marché, c'est normal, le marché respire. Maintenant, à chaque hausse et à chaque baisse, n'agis pas. Il faut pas que tu agisses. Tu ne te laisses pas influencer par ton optimisme ou ton pessimisme. Il faut que tu restes rationnel. L'émotion ne rime pas avec l'investissement. Et puis la dernière étape, 20e étape, restreindre l'utilisation des produits dérivés, les options, les contrats à terme. Tu n'utilises pas ces produits si tu ne comprends pas les risques. Les produits dérivés, ça peut être très complexe et ça comporte des risques élevés. Il faut que tu puisses les comprendre et de les utiliser avec précaution. Et si tu n'arrives pas à les comprendre ou tu trouves ça un peu complexe, fais appel à un professionnel qualifié avant de les utiliser. T'as un problème de tuyauterie, t'as beau faire tous les efforts du monde, tu n'es pas doué, t'arrives pas à réparer ton tuyau, fais appel à un plombier, te casse pas la tête et n'empire pas la situation. C'est pareil avec les investissements. Ne fais pas les choses seul si tu n'arrives pas à les comprendre. Ose faire appel à un professionnel avant de l'utiliser. Ça va te permettre de réduire les risques au maximum et puis en dégager un résultat positif. Tu n'arrives pas à apprendre une langue étrangère, tu vas faire appel à un professeur. Tu as un problème de moteur, garagiste. Il y a de tout sur Internet. Il y a vraiment plein d'informations. Il y a de tout et de rien. Tu peux vraiment trouver toutes les informations concernant les investissements sur Internet. Mais si tu ne les comprends pas ou si tu juges que tu as besoin d'être accompagné, fais-le. Qu'est-ce qu'un produit dérivé? Une action, une devise ou une matière première. Et ils peuvent être utilisés pour diverses raisons. Par exemple, pour couvrir un risque, pour spéculer sur les mouvements de prix futurs ou encaisser des profits rapides. Mais ils comportent beaucoup de risques. L'effet de levier qu'il y a sur ça et puis la complexité. Par exemple, si tu prends des investissements, si tu investis dans des produits dérivés, tu vas prendre une exposition à un risque énorme. Les options peuvent entraîner des pertes importantes si les prix se déplacent contre toi.